de la Tunisie, j'aime beaucoup venir ici, parler, avoir des étudiants en doctorat, en co-tutelle, etc. Bien, aujourd'hui, la situation est un petit peu particulière parce que le colloque est organisé sur un sujet qui m'est familier, le sujet de l'analogie, et mon propos aujourd'hui consistera à essayer de vous présenter d'une manière aussi précise, mais en même temps assez générale, la question de l'analogie en linguistique. Et la première interrogation que je voudrais vous proposer, c'est pourquoi s'intéresser à l'analogie en linguistique? Je dis pour les étudiants, pour les doctorants, quand on traite une question scientifique, le premier problème, la première interrogation, c'est de se demander est-ce que la question que je traite est intéressante? Pourquoi? On peut travailler sur des sujets qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais qui suscitent quand même du travail. Donc il faut d'abord essayer de justifier l'intérêt des questions que l'on traite. Alors pour moi, les raisons pour lesquelles l'analogie est une question intéressante en linguistique, je me limiterai à la linguistique, mais le colloque aujourd'hui ouvrira à bien d'autres domaines. La réponse à cette question suppose préalablement, bien sûr, de définir l'analogie. Alors, je vais la définir d'une première façon très approximative, et petit à petit, dans mon exposé, on arrivera à une définition plus précise. Alors, je dirais en premier lieu que deux entités quelconques, X, Y, sont analogues lorsqu'elles ont des propriétés. Disons que la notion d'analogie a un lien avec la notion de similarité. Donc, lorsque ces deux éléments ont des propriétés communes, ces deux éléments X et Y peuvent être considérés comme analogues, ou bien lorsque X et Y sont eux-mêmes composés d'un certain nombre de parties, les relations entre les parties de X et les relations entre les parties de Y peuvent être identiques ou similaires. Voici une première définition approximative de l'analogie. Donc, ce qu'on peut retenir déjà de cette première approximation, c'est que l'analogie est une relation. C'est un point tout à fait essentiel. Alors, la première raison pour laquelle il me semble que l'analogie est une question centrale en linguistique, c'est que l'analogie est présente dans de très nombreux aspects de la vie humaine, de la vie sociale. Et je pense qu'aujourd'hui et demain, nous allons en avoir de nombreux exemples. Alors, en droit, en philosophie, en théologie, dans les sciences, en psychologie, dans les études littéraires, en histoire, je n'ai pas le temps de développer chacun de ces points, mais il suffit d'introduire le concept de l'analogie dans chacune de ces disciplines pour voir tout de suite les liens qui peuvent, disons, le caractère fructueux de l'interrogation que le concept d'analogie peut susciter. À ces disciplines, bien sûr, on ajoutera la linguistique. Et puis, deuxième point, cela a été dit il y a un instant par notre collègue angliciste, l'analogie est un processus cognitif central chez l'homme. Core cognition, elle l'a dit tout à l'heure. Puisque l'analogie est un processus cognitif central chez l'homme, c'est sans doute cela qui explique que l'analogie soit présente dans tant d'aspects de la vie humaine. Mais, bien sûr, si, d'une part, l'analogie est un processus cognitif assez particulier, assez spécifique à l'homme, je dis bien assez, je vais vous dire pourquoi ensuite, c'est aussi un concept qui, nécessairement, aura des implications sur le langage, le discours, la façon de théoriser le langage et le discours. Alors, du coup, ce que j'appelle la problématique analogique en linguistique, ou la linguistique analogique, analogical linguistics en anglais, c'est le terme qu'utilisent certains chercheurs en linguistique anglo-saxon. C'est donc un travail de repérage, de description, d'analyse de l'ensemble des relations analogiques dans les langues et dans le langage. C'est une tâche très vaste, dont je vais vous présenter certains aspects. Je vous parlerai d'abord, parce que c'est quand même la base de ces recherches. Pour ma part, si je m'intéresse à l'analogie en linguistique, c'est parce que
je veux tenir compte du fait que l'analogie est un processus cognitif central. Ce sera mon premier point. Ensuite, on a vu que l'analogie était une relation. Alors, si l'on veut travailler d'une manière un peu technique sur cette relation, il faudra s'interroger sur les éléments qui sont mis en relation. Certes, l'analogie est une relation entre quoi et quoi. Et enfin, je vous présenterai quelles sont, à mon avis, les principales fonctions de l'analogie. Alors, tout d'abord, l'analogie comme processus cognitif, comme processus central de la cognition humaine. Je vous donne ici une citation que je ne vais pas lire, mais que je vous laisse découvrir, qui est extraite d'un grand projet qui est assez récent, puisqu'il a eu lieu de 2006 à 2010, un projet de psychologue, un projet de psychologie cognitive, qui a impliqué 9 universités dans le monde, produit 200 publications. Bon, cette recherche en psychologie cognitive sur l'analogie, elle a commencé à vraiment se mettre en route il y a une vingtaine d'années. Et petit à petit, on s'est rendu compte du caractère absolument central de l'analogie. Bon, je traduis quand même rapidement les éléments principaux de cette citation. La capacité de faire des analogies est au cœur de la cognition humaine. C'est le mécanisme humain, c'est le mécanisme fondamental qui permet aux humains de s'engager dans des processus complexes comme la pensée, la catégorisation, l'apprentissage, et, ce point est essentiel, comprendre le monde et agir effectivement sur la base de l'expérience passée. La définition d'analogie dans la linguistique cognitive, au départ, c'est une définition qui permet de comprendre comment nous agissons dans le monde par rapport à la mémoire que nous avons de ce que nous avons déjà expérimenté préalablement dans le monde. Autrement dit, dans une situation nouvelle, par exemple, comment je vais agir dans une situation nouvelle? Eh bien, je vais agir en me fondant sur une expérience passée qui aura une relation de similarité avec cette expérience nouvelle. Donc, c'est d'une certaine façon une manière de rapporter le non connu au connu. Alors, le modèle de base de l'analogie, c'est le modèle développé par une chercheuse en psychologie cognitive qui s'appelle Deirdre Gentner et qu'on appelle la Structure Mapping Theory. Et elle se présente, si vous voulez, c'est un schéma relativement simple. Vous avez une source et une cible, qui sont donc les deux éléments, les deux notions qu'on trouve toujours quand on décrit les analogies. Il y a une source de l'analogie et une cible. Et donc, le principe de cette théorie, c'est que entre la source et la cible, il y a des relations au départ. C'est ça qui établit donc la similarité. Alors, vous voyez, dans ce schéma, les petits carrés représentent des objets, des entités, et les ronds, des relations. Donc, vous avez des entités qui ont des relations, et il y a même des relations entre des relations. Bien. Alors, vous voyez qu'ici, on peut imaginer, alors là, l'exemple qui est développé dans la diapositive, c'est l'exemple d'une analogie entre la circulation, le système cardiovasculaire et un système hydraulique. Donc le fonctionnement du cœur, des vaisseaux, etc., pourrait être comparé, pourrait être mis en relation d'analogie avec un système hydraulique, une pompe, des tuyaux. Bien. Par exemple, dans une situation pédagogique, pour expliquer comment fonctionne le système cardiovasculaire. Eh bien, vous avez des relations qui sont évidentes dès le départ, qui sont indiquées ici par les traits entre la source et la cible. Bien. Mais, et c'est là le point intéressant, c'est là où il va y avoir une analogie, c'est qu'à partir d'un certain nombre de relations assez facilement visibles au début, vous allez remarquer que dans votre source, c'est ce qui est ici indiqué en grisé, il y a par exemple une relation qui n'est pas directement visible dans la cible. Et l'analogie va consister à dire que cette relation qui est présente dans ma source, que je connais bien,
eh bien, je vais essayer d'examiner si elle n'est pas présente dans la cible. Et ce sera à partir de ce moment-là que je vais effectuer une sorte d'inférence. L'analogie est bien sûr dans une relation fondamentale de la notion d'inférence, une inférence analogique pour dire que peut-être ici, il y a aussi cette relation. Alors, si vous voulez, à partir de ce modèle du structure mapping, qui donc s'applique à toutes sortes de situations, hein, il suffit de décrire une situation en termes d'entité et de relation, et puis de regarder une autre situation en termes d'entité et de relation, et d'examiner s'il y a un mapping, donc une mise en correspondance entre les deux. Ça, c'est le point de départ, le noyau, si vous voulez, de la psychologie de l'outil. Il y a eu un premier pas vers une unification, une conception plus large de l'analogie, qui a été faite au départ par un chercheur qui s'appelle Douglas Hofstetter et qui travaille aujourd'hui en collaboration avec Emmanuel Sander, qui est un psychologue de Paris 8. Et donc, ils ont intégré, ils ont développé cette idée que la catégorisation, hein, le fait que l'être humain produise des catégories, est également un processus analogique. Alors, qu'est-ce que c'est que la catégorisation? Eh bien, c'est simplement l'idée que lorsque vous voyez un objet, un être, une personne, n'importe quoi, vous le voyez très rarement et presque jamais dans sa singularité. Ces bouteilles qui sont sur la chaire ici, je les vois comme des membres quelconques de la catégorie des bouteilles. Je ne les vois pas dans leur singularité, dans leur particularité. Donc, notre aptitude à la catégorisation est une aptitude tout à fait essentielle, parce que sans la catégorisation, nous verrions le monde entier comme étant peuplé d'entités toutes différentes les unes des autres, sans qu'on ne puisse jamais les retrouver. Donc, nous avons besoin de catégoriser, et catégoriser, c'est-à-dire considérer que cette bouteille, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa couleur, fait partie de la catégorie des bouteilles, c'est accepter l'idée qu'il y a une relation de similarité entre tous ces objets que je nomme bouteilles. Donc la catégorisation peut bien être intégrée dans la relation d'analogie. Donc pour ceux d'entre vous qui maniez bien le français, je vous conseille ce livre, L'analogie cœur de la pensée. Il y a l'équivalent en anglais, hein, Hofstetter et Sander ont publié les deux livres parallèlement en français et en anglais. C'est un livre tout à fait récent qui développe sous toutes sortes cette idée que l'analogie, c'est plus que simplement le structure mapping, c'est aussi la catégorisation. D'où, à partir du moment où vous intégrez la catégorisation dans l'analogie, eh bien, on commence à comprendre pourquoi l'analogie devient quelque chose d'essentiel. Hein. Et voyez ce que dit ici Hofstetter dans un texte où il parlait justement de l'analogie comme le caractère central de la cognition humaine. L'analogie est tout pour moi, ou presque. Hein. C'est tout en tant que spécialiste de la cognition. Bien. Mais il y a un autre stade d'unification qui est celui-ci. Donc, ici, j'ai intégré dans la catégorie de l'analogie la notion d'iconicité. Alors, je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur cette notion d'iconicité, mais grosso modo, l'iconicité renvoie aux relations de similarité entre forme et contenu du signe, ou entre signifiant et signifié. C'est une notion qui vient d'un magicien, Charles Sanders Peirce, et c'est une notion qui a été appliquée à la linguistique à partir de Jacobson dans sa lecture qu'il a faite de Peirce et qui a été ensuite très utilisée essentiellement dans la linguistique néo-fonctionniste américaine et des fonds d'inspiration anglo-saxonne. Donc on peut intégrer ces relations entre signifiant et signifié comme étant aussi des cas particuliers d'analogie. Donc vous voyez, en première
première présentation, hein, pour vous donner une idée concrète de ce qu'en linguistique on peut intégrer dans l'analogie. Il y a déjà tous les mappings, donc ça ne concerne pas seulement la linguistique, ça concerne toutes sortes de processus psychologiques. La catégorisation ou la conceptualisation, puisque pour la psychologie cognitive, entre conceptualisation et catégorisation, il n'y a pas de différence. Hein. Un concept, c'est une catégorie. Bon, ça peut-être que les collègues ne sont pas tout à fait d'accord, mais on peut en discuter. Et tout ce qui relève de l'iconicité, iconicité diagrammatique et iconicité d'image. Je reviendrai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps de cette distinction. Alors, j'ai dit tout à l'heure que l'analogie était une relation et qu'il fallait se poser la question de savoir entre quoi et quoi cette relation a lieu. Alors, il faut d'abord expliquer la distinction entre similarité et analogie. Ça n'est pas tout à fait la même chose, et la distinction que je fais n'est pas du même ordre que celle qui est traditionnelle en philosophie notamment. Pour moi, la similarité, c'est d'abord un continuum. Un continuum qui part de l'identité pour aller vers la différence, c'est-à-dire qu'il y a une similarité à partir du moment où il y a une sorte de disjonction au sein de l'identité entre deux choses qui étaient peut-être identiques auparavant et qui vont devenir un petit peu différentes, mais qui restent très très proches. Et cette relation de similarité peut être variable entre ces deux entités, mais il faut qu'elle reste en deçà d'un seuil qui, s'il est dépassé, aboutit à une disjonction et donc à une relation qui n'est plus de similarité mais de différence. Soit dit en passant, si on compare cette présentation à la vulgate, disons, de la théorie structuraliste, qui, en linguistique notamment, mais pas seulement, qui repose entièrement sur l'opposition entre identité et différence, ici vous voyez que pour moi, l'identité et la différence, ce sont simplement des similarités qui en quelque sorte ont dégénéré, hein, ont mal tourné. Ce sont des cas limites de similarité. Bien. Un point qui est très important, c'est la neutralité de la similarité. À partir du moment où vous considérez que deux choses, vous remarquez, vous observez que deux choses sont similaires, vous n'êtes pas encore dans la relation d'analogie. La constatation ou la mise en évidence d'une relation de similarité peut très bien conclure en faveur de quelque chose qui va aller du côté de l'identité qu'en faveur de quelque chose qui va du côté de la différence. Autrement dit, vous pouvez observer des choses qui sont similaires. Je ne vais pas donner d'exemple parce que je vais rester un petit peu théorique, je suis désolé, mais si j'entre dans les exemples, je n'aurai pas le temps d'aller assez loin dans l'exposé théorique que je vais donner, mais je pense que c'est assez facile à imaginer. Vous prenez deux choses quelconques, de théories politiques, d'individus, de choses, c'est-à-dire ils sont similaires, mais au fond, ils sont différents. D'accord ? Dans ce cas-là, on peut très bien percevoir une relation de similarité, mais cette relation de similarité, elle s'arrête là. Hein. C'est similaire, mais différent. Et l'analogie va apparaître comme processus à partir du moment où vous allez considérer que cette similarité peut conduire à considérer presque comme identiques des choses dont vous savez bien qu'elles sont différentes. Donc, l'analogie peut être définie comme un processus qui consiste à considérer ou traiter comme identiques. Alors bien sûr, selon un certain point de vue, dans une certaine perspective, etc., des entités qui sont similaires. Alors, vous voyez que la similarité, c'est donc une sorte de base qui va permettre éventuellement de produire un processus analogique. Bien. Donc, dans ce cas-là, il va y avoir des propriétés communes qui vont être considérées comme plus importantes que les propriétés différentielles. Alors, on peut distinguer deux grands types d'analogie. L'analogie binaire, je ne détaille pas sa définition, mais ça suppose qu'il y a des propriétés différentielles, des propriétés communes, et que les propriétés communes soient considérées comme plus importantes, saillantes, etc., que les propriétés différentielles. Et puis ensuite, vous avez l'analogie proportionnelle de type
A est à B ce que C est à D, ou X est à X', ce que Y est à Y'. Donc, vous voyez, ici, c'est un exemple, le genre d'exemple qu'on utilise, par exemple, dans des tests d'intelligence pour les enfants. Hein, vous voyez, les chaussettes sont aux pieds, ce que les gants sont aux mains, bien entendu. Hein. Ou un exemple, j'ai déjà commenté de nombreuses fois, Jack Lang fut à Mitterrand, ce que Malraux fut à De Gaulle. Jack Lang était ministre de la Culture à l'époque de Mitterrand, Malraux était ministre de la Culture à l'époque de De Gaulle, et ces deux ministres ont été des ministres très particuliers de la culture, hein, pour toutes sortes de raisons, d'où la possibilité de cette analogie. Alors, vous comprenez que ce que je propose ici, c'est de considérer que l'analogie proportionnelle n'est qu'un cas particulier de l'analogie. Il y a l'analogie binaire et l'analogie proportionnelle qui sont deux formes de l'analogie. Alors que dans la tradition philosophique, seule l'analogie proportionnelle est une véritable analogie. Et je pense que ce que nous apprend la psychologie cognitive, c'est qu'il faut aller au-delà de cette restriction de la définition de l'analogie. Alors, la définition cognitive de l'analogie à laquelle j'aboutis sera donc la suivante. L'analogie est un processus cognitif qui requiert ou repose sur une relation de similarité, binaire ou proportionnelle, entre deux entités ou plus. Une relation qui est établie consciemment ou non par un individu singulier dans un contexte singulier. Donc vous voyez que analogie ici, c'est un terme très général qui inclut la catégorisation, la conceptualisation, l'approximation, qui sont pour moi des types différents d'analogie. Hein. L'analogie, c'est donc le nom générique d'un type de processus cognitif, de tout type de processus cognitif qui repose sur une relation de similarité. Alors en linguistique, il faut bien distinguer les processus analogiques des similarités, et puis distinguer le niveau individuel du niveau collectif. Donc, au plan individuel, eh bien, les similarités que vous avez dans votre esprit, ce sont les similarités qui correspondent à la langue, par exemple à votre langue maternelle ou aux autres langues que vous connaissez, et qui font qu'il y a un certain nombre de relations entre des mots, des morphèmes, etc., etc. Et puis, un processus analogique, ça va être un moment où vous allez utiliser des connaissances maîtrisées, disponibles, pour résoudre un problème nouveau, comprendre un mot que vous n'aviez jamais entendu, par exemple. On verra l'exemple tout à l'heure. Et puis, au niveau collectif, eh bien, c'est un peu la même chose, sauf que là, on est au plan collectif, il y a des structures disponibles dans une langue donnée qui sont susceptibles d'évoluer historiquement par ici, donc, des processus analogiques. Hein, l'analogie étant, en linguistique diachronique, un concept assez bien décrit, bien documenté. Donc, l'analogie est un processus d'identification fondé sur une relation de similarité. Donc, je reviens à ma question initiale, à laquelle je n'ai toujours pas répondu. Relation entre quoi et quoi? Alors, c'est là où la chose devient un tout petit peu technique. Pour une description minimale en linguistique, à mon avis, on a besoin des éléments suivants. D'une part, des éléments sensorimoteurs. Qu'est-ce que j'appelle des éléments sensorimoteurs? Eh bien, ce sont les processus psychophysiologiques de l'articulation verbale ou des processus acoustiques qui vous permettent de parler ou d'entendre. Hein. Des processus qui peuvent être déficients dans toutes sortes de cas de paralysie, d'aphasie, etc. Donc, on a besoin, pour pouvoir parler, de l'intégrité d'un certain nombre de structures physiologiques. Bon. Donc, on a des éléments sensorimoteurs. Ensuite, on a des signifiants, du phonème, ou alors les signifiants graphiques, si vous voulez. Les signifiés, donc les significations, les signes, qui sont l'association des signifiants et des signifiés, les concepts, qui sont donc les catégories, mais qui se distinguent des signifiés parce que les concepts ne dépendent pas des langues, si on veut, ils dépendent des cultures, mais les signifiés, eux, sont vraiment propres aux langues. Et puis, R, la réalité externe, le monde référentiel, qui sera qualitatif. Alors, si vous voulez, je prends ces éléments comme étant les concepts descriptifs de base de toute analyse linguistique. Et puis, à partir de là, on va distinguer deux types d'analogies, des analogies homogènes et des analogies hétérogènes. Alors, comment on procède? C'est très simple. On fait un tableau à double entrée avec tous ses constituants.
événement sensorimoteur, signifiant, signifié, signe, concept, élément de la réalité externe. Et puis, même chose en colonne, et on essaie de réfléchir à qu'est-ce que ça serait une analogie entre cet élément-là, celui-là, entre ESL et signifiant, entre ESL et signifié, etc. Et là, j'ai un tableau d'ensemble de toutes les relations de similarité qu'on pourrait imaginer au sujet du langage. Alors, vous voyez que j'ai distingué les analogies hétérogènes, qui sont des analogies entre des entités de nature différente. Hein, puisque un événement sensorimoteur, ça n'est pas une entité de même nature qu'un concept, un signifié, un signifiant, etc. Bien. Donc on distingue les analogies homogènes, qui sont des analogies entre éléments de même nature, hein, entre signifiés, entre signifiants, entre concepts, entre éléments référentiels, et puis les analogies hétérogènes entre des éléments de nature différente. Bien sûr, cette distinction est essentielle parce qu'il est assez facile et naturel de trouver des propriétés communes entre des entités qui appartiennent au même monde, si vous voulez, hein, au monde des signifiants, au monde des signifiés. Mais lorsqu'on essaie de trouver des relations communes entre des signifiés et des signifiants, ou entre des signifiants et des éléments de la réalité, eh bien, vous voyez que c'est tout de suite beaucoup plus compliqué parce que, justement, on est dans l'analogie hétérogène. Alors, si on veut être complet, mais je ne vais pas insister sur ce point, il faut ajouter des analogies qu'on appelle homo-hétérogènes, qui, à l'intérieur de l'analogie homogène, supposent une forme de différenciation et qu'il y ait quelque chose comme une sorte de scission au sein d'une même, au sein d'entités de la même nature ontologique. Alors, je vous donne quelques exemples pour être un peu concret. Les analogies homogènes en linguistique. Alors, je n'ai pas précisé, mais dans ce tableau, si vous adoptez une perspective analogique, vous pouvez bien sûr mettre des phrases, des textes, des éléments culturels. La question de l'analogie, au départ, si on veut l'explorer, elle part toujours d'un tableau en double entrée avec cette question, qu'est-ce que ça veut dire si j'établis une similarité entre ceux-ci? Alors, je limite donc mes exemples à des cas linguistiques. Les analogies homogènes sont des analogies relativement connues. Entre signifiants, eh bien, ce sera la question de la rime, de la monomase, etc., qui sont bien connues, des spécialisations stylistiques de poétique. Les analogies entre signifiés nous renvoient au problème de la synonymie, de la parasynonymie, de la polysémie, etc. Les analogies entre éléments sensorimoteurs renvoient au phonème lui-même, hein, puisque un phonème, c'est le résultat de la perception d'une analogie entre toutes sortes d'événements sensorimoteurs. Les analogies référentielles entre éléments référentiels nous renvoient aux catégories sémantiques conceptuelles. Je parlais tout à l'heure des différentes bouteilles différentes qui sont dans la catégorie bouteille, c'est ce cas. Et les analogies entre signes nous renvoient à la motivation relative au sens sous-survie. Quelques exemples d'analogies homo-hétérogènes, donc la métaphore, l'analogie didactique, l'analogie argumentative. Pourquoi homo-hétérogène? Parce qu'une métaphore, c'est quand même une analogie homogène, dans le sens où on a une signification qui est analogue à une autre signification, disons, sans entrer dans le détail, on pourrait discuter, mais mettons un signifié analogue à un autre signifié. Mais par rapport à la catégorisation, si vous voulez, la métaphore suppose qu'il y ait une sorte d'écart entre les signifiés qui sont mis en relation d'analogie. C'est pour ça, donc, on peut parler d'analogie homo-hétérogène. Et puis, entre référents, là, ça concerne plus la philosophie des sciences, c'est ce qu'on appelle l'analogie formelle, c'est-à-dire le fait, par exemple, qu'un même système d'équations puisse s'appliquer à des entités du monde totalement différentes. Les analogies hétérogènes, eh bien, la plus importante à mes yeux, parce qu'elle entre en contradiction avec l'un des principes les plus stabilisés de la linguistique moderne et contemporaine, c'est l'iconicité. C'est-à-dire l'analogie entre des signifiants ou des événements sensorimoteurs, j'ai indiqué ici iPhone, mais on comprend événements sensorimoteurs,
moteur, d'un côté, et puis entre des signifiés ou des référents. Donc analogie entre signifiant et signifié, ou entre signifiant et référent. C'est donc ce que j'appelais tout à l'heure l'analogie, l'iconicité, pardon, qui est une analogie entre forme et contenu. Ensuite, vous avez les analogies entre signifié du concept et référent. Et là, vous incluez là-dedans une très large part de la linguistique cognitive américaine, Letkov, etc. La sémantique référentielle également rentre dans cette catégorie. Et puis, dans l'analogie signifiant-faune, c'est plus secondaire, c'est l'analogie phono-articulatoire, c'est-à-dire l'idée que les phonèmes, en tant qu'entité abstraite, ont aussi des analogues articulatoires. Alors, j'en viens à mon dernier point. Il me reste encore 5 minutes. Oui, d'accord. Je vais aller vite sur les 5 fonctions majeures de l'analogie. Donc, pour certaines d'entre elles, on en a déjà parlé. Il y a d'abord la fonction catégorielle, qui fonctionne aussi bien pour le sens que pour le son, puisque les phonèmes sont des catégories aussi, mais des catégories de forme, et pas des catégories de sens. Bon, je pense que la notion de catégorie est suffisamment familière. On pourrait bien sûr la développer. Je vais le faire en cours avec les étudiants que je vais avoir dans les jours à venir. On verra ça très en détail. Mais je passe donc sur ce point parce que je pense que c'est peut-être la notion la plus facile à aborder. Maintenant, il y a une deuxième fonction qui est la fonction régularisatrice. Et c'est une fonction bien connue en linguistique, mais qui n'est pas toujours présentée sous l'angle de l'analyse. Alors, vous voyez, c'est le fait que vous ayez par exemple des régularités morphologiques, que cerise, le fruit, la cerise donne l'arbre cerisier, par suffixation, pomme, pommier, etc. Donc, vous pouvez dire que cerise est à cerisier, ce que pomme est à pommier. D'accord ? Donc, vous avez une relation ici d'analogie au sens de l'analogie classique proportionnelle. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la maîtrise de ces relations qui va vous permettre de comprendre, même si vous n'avez jamais entendu ce mot, de comprendre le sens de cacaouiller. Cacaouiller, c'est pas, en France en tout cas, quand je donne cet exemple, ça n'est pas du tout un mot courant, le nom de l'arbre sur lequel poussent les fèves de cacao. Bon. Mais même quand on ne l'a jamais entendu, eh bien, grâce à l'analogie, on peut deviner son sens. Eh bien, c'est cela qui fait que ce mot n'est pas arbitraire et renvoie donc à ce que appelle la motivation relative. Alors, cette fonction régularisatrice s'applique, c'est important, pas seulement au niveau des morphèmes et de la morphologie lexicale, mais aussi au niveau des syntagmes de la phrase, etc. Il y a toute une syntaxe qui peut être décrite par analogie. C'est ce que fait un certain nombre de théoriciens contemporains qui défendent des théories de construction. Les constructions, au fond, on a introduit ce concept de construction, mais ce qu'ils font, c'est simplement d'écrire des analogies. Un certain nombre de chercheurs ont vraiment développé ça d'une manière approfondie, notamment Hilary Scott chez Plassard. Alors, la fonction iconique, maintenant, je vous donne un exemple, avant de commencer. Voici 2 mots qui n'existent pas, c'est ce qu'on appelle peut-être parfois les logatos, les non-mots, maluma, takete. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un connaît une langue dans laquelle ces mots existent, mais en principe, ils ont été faits pour être des mots qui n'existent dans aucune langue. Maintenant, je vais vous montrer 2 figures. Cette figure et cette figure. Et ma question est, quel mot pour quelle figure? Celle-ci, vous préféreriez l'appeler maluma ou takete? Maluma, takete. Vous avez raison. Et à peu près, enfin, en tout cas, dans les travaux que je connais, toutes les langues dans lesquelles cette expérience a été faite, une expérience très ancienne de Köhler, a fonctionné. Qu'est-ce que ça montre, cette expérience? Eh bien, ça montre bien que les sons eux-mêmes sont porteurs de signification, en l'occurrence ici de signification visuelle. Mais vous voyez bien que ce qui est pointu peut aussi conceptuellement s'appliquer à toutes sortes d'autres choses. Et ce qui est arrondi, etc., peut aussi s'appliquer à autre chose. Donc ça c'est un exemple absolument spectaculaire du fait que le signe dire que le signe est arbitraire, c'est une chose, il est un petit peu, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas arbitraires. Et en tout cas, les phonèmes eux-mêmes
sont porteurs de certains vecteurs de signification. Donc cette fonction iconique, elle peut jouer au niveau en tant qu'analogie binaire. Par exemple, un certain nombre d'études ont montré que le phonème I dans un certain nombre de langues renvoie à des choses petites, étroites, légères, proches, alors que A renvoie à ce qui est grand, large, lourd, lointain. Et puis, on peut aussi décrire ça sous forme d'une analogie proportionnelle, c'est-à-dire l'opposition entre I et A, qui correspond à l'opposition entre petitesse et grandeur. Alors, il y a des exceptions ponctuellement, mais ça marche assez bien statistiquement, ça marche beaucoup dans les livres pour enfants. Dans les livres pour enfants, quand vous avez une petite souris, c'est toujours Mimi, la petite souris. C'est jamais Momo. C'est jamais Momo, la petite souris. C'est toujours Mimi. Bon, parce que c'est petit. Bien, un autre exemple, je te trouve très belle par opposition à je trouve que tu es très belle. Ici, on a une proximité entre le sujet et l'objet. Et ici, je et tu sont beaucoup plus éloignés. C'est un exemple qui montre que, si vous voulez, cette remarque sur la linéarité de la phrase doit être mise en relation avec l'idée que cette phrase, je te trouve très belle, a une valeur affective, une valeur de proximité plus grande, de proximité affective plus grande que je trouve que tu es très belle, chose qui montre une certaine distance, même si ça reste toujours un compliment. Eh bien, dans ces cas-là, on a donc aussi une relation de dichoticité parce que la proximité entre les mots je et tu traduit une proximité psychologique par la phrase. Alors, une publication très récente qui tente à démontrer l'importance très grande de cette fonction iconique, c'est une publication de Monaghan, vous voyez, parue en 2014. Il a fait une étude statistique sur un certain nombre de mots de vocabulaire anglais, les mots les plus fréquents, etc. Il a trouvé un mode de calcul de la distance phonologique entre les mots, un mode de calcul entre la distance sémantique, et informatiquement, il a démontré que quand la distance sémantique entre les mots est grande, la distance phonologique entre les mots est grande également. D'accord? Donc ça veut dire que, et quand la distance phonologique entre les mots est petite, c'est-à-dire quand les mots sont proches du point de vue du son, eh bien ils sont statistiquement aussi très souvent proches du point de vue du sens. Bien. Alors nous sommes en train à la Sorbonne de répliquer cette expérience sur le français, parce qu'elle a été faite sur l'anglais, je n'ai pas encore sur le français. Bref, voir si ça peut être intéressant de le faire aussi sur la. Alors, maintenant une fonction figurative, la relation d'analogie permet aussi d'établir des relations avec la théorie de l'image, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Et puis la fonction discursive, qui est très connue, par exemple, pour expliquer ce que sont les fanons de la planète, on peut dire qu'ils sont comme une épuisette. Alors, ces fonctions peuvent être combinées. On peut avoir une fonction de figuration et une fonction discursive. Alors, j'arrive à mes conclusions parce que je pense que le temps va finir par être excessif, notre parole va être excessif. Alors, pour conclure, l'analogie est donc un processus cognitif qui est central, bien documenté. Il y a toutes sortes de linguistique cognitive, mais il faut quand même que les spécialistes des relations entre cognition et langage tiennent compte des connaissances en psychologie. Mais franchement, c'est aujourd'hui assez incontestable que ce processus d'analogie soit tout à fait central et essentiel. Bon. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Les espèces animales non humaines ont aussi un certain nombre de capacités cognitives analogiques, certaines capacités de catégorisation. Mais, évidemment, l'être humain a une aisance absolument incomparable avec celle des espèces animales non humaines. Et par ailleurs, vous savez sans doute que les machines, les ordinateurs, sont aussi très maladroits avec la similarité. Pour un ordinateur, les choses sont 0 ou 1, mais à peu près pareil, très très bien. Donc c'est une propriété qui nous est très spécifique à nous. Bon, donc il faut chercher à systématiser l'analyse des phénomènes linguistiques qui relèvent donc des processus analogiques. Et point important, ces processus analogiques existent à tous les niveaux.
suffit, comme je vous le disais, d'introduire le concept d'analogie dans votre machine à réfléchir, et tout de suite, vous allez trouver toutes sortes d'exemples, toutes sortes d'idées, etc. Je conclurai sur une citation d'un grand spécialiste de ces questions, qui est l'auteur d'un livre Analogy as a Structure and Process, Esaïe Conen, qui est un des premiers à avoir vraiment insisté sur l'analogie en linguistique. Et je vous donne cette citation qui est d'une conférence qui n'est pas encore publiée. Il faisait une conférence sur la résurgence contemporaine de la linguistique analogique. Et il dit la chose suivante: résurgence, cela ne veut pas dire ici que quelque chose de nouveau, après avoir été totalement absent, commence à exister. Toute description grammaticale est forcément de nature analogique. Cela n'épuise certainement pas toutes les possibilités d'inconvénients, mais c'est pour ainsi dire le noyau inéluctable de chaque description grammaticale. Voilà, je vous remercie.